Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être venus à cette conférence, ma première conférence sur les logiciels libres. Alors, on va aborder 4 sujets principaux, comme indiqué. Déjà, pour la plupart d'entre vous, vous informer sur ce qu'est un logiciel libre, et le différencier par rapport au logiciel que vous connaissez dans le commerce. La communauté du livre, c'est-à-dire l'ensemble des utilisateurs et acteurs du logiciel libre. Vous présenter quelques logiciels qui servent dans la vie de tous les jours, que vous pourriez utiliser en remplacement. Peut-être que certains d'entre vous les utilisent déjà pour naviguer sur Internet, faire le traitement de texte et consulter ces messages. Et comment et pourquoi passer sur un système entièrement libre, et donc ça fonctionne de Windows. Donc déjà, le principe du logiciel libre. Alors, à savoir qu'un logiciel libre n'est pas forcément un logiciel gratuit, c'est un logiciel qui accorde à l'utilisateur plusieurs libertés. Liberté dans toujours la liberté d'exécuter le programme. Il n'y a jamais de droit à payer pour pouvoir se servir du logiciel. La liberté d'étudier le programme et de l'adaptation à vos besoins. Pour ceux qui s'y connaissent suffisamment, vous avez tout à fait le droit de modifier un logiciel libre pour qu'il corresponde mieux à ce que vous faites avec. Le droit de distribuer le programme, c'est-à-dire qu'un logiciel libre vous plaît, vous pensez qu'un ami pourra en avoir besoin également, vous lui donnez. Il n'y a pas de question à se poser sur est-ce que j'ai le droit de le copier, est-ce que je n'ai pas le droit. On peut toujours distribuer un logiciel libre. Et on peut participer à l'amélioration du programme, encore une fois pour ceux qui s'y connaissent suffisamment. Donc, la liberté d'exécuter le programme. Précisément, c'est jamais de version de démonstration de période d'essai. À chaque fois que vous avez un logiciel libre, vous l'avez forcément en entier. Pas de licence à renouveler à intervalles réguliers, comme la plupart des antivirus qui vous demandent tous les ans de repayer pour pouvoir continuer à s'en servir. Pas de contraintes de type géographique. Si un logiciel est libre, vous pouvez vous en servir dans n'importe quel pays. Et pas de restriction non commerciale. La plupart des logiciels non libres ont parfois une version gratuite pour les particuliers qui devient payante si on veut s'en servir pour un usage commercial. Ce qui embête pas mal les PME qui achètent souvent leur logiciel au tarif particulier. La deuxième liberté, étudier le logiciel et l'adapter à vos besoins. C'est quelque chose qui est possible grâce à un des grands principes du logiciel libre, c'est que la recette du logiciel, ce qui a permis à créer, est publique. Tout le monde y a accès, tout le monde peut la voir, et ceux qui la comprennent peuvent la modifier comme bon leur semble. Comme précisé, vous pouvez l'adapter à vos besoins. Ça va un peu vite sur le début, j'en ai pas mal de détails sur plusieurs points après. La liberté de redistribuer, donc la troisième liberté de distribuer les copies, comme je vous disais dans l'introduction, vous diffusez les logiciels qui vous intéressent, peu importe comment vous les avez obtenus, c'est un logiciel libre, vous pouvez faire des copies, si vous avez un site internet, le remettre en téléchargement sur votre site, graver des CD, les donner à vos voisins, ou n'importe quoi. Améliorer le programme, bon ça c'était une partie que j'avais prévue au cas où il y aurait du public un peu plus compétent au niveau technique. C'est vrai que le grand public va rarement aller améliorer un programme ou modifier, mais ça peut se limiter à aller sur le site d'origine du programme et donner des idées pour proposer de nouvelles fonctions. C'est pas forcément soi-même aller taper le code pour modifier le programme. Ça peut être un forum par exemple. Ça peut être un forum, ça peut être une adresse mail auquel les gens peuvent envoyer des messages. Ça peut être n'importe quel. La plupart du temps, c'est un forum. Donc, la différence entre un logiciel libre et un logiciel propriétaire. Donc, la définition, le logiciel libre, c'est ce qu'on vient de parler, c'est les logiciels qui respectent les 4 libertés fondamentales que je viens de vous évoquer. Le logiciel propriétaire, il appartient à quelqu'un, soit une personne, soit une entreprise, qui en est propriétaire, qui a tous les droits sur le logiciel. C'est eux qui décident comment on le vend, à qui on le vend, à quel prix on le vend, s'il y a un abonnement à renouveler ou pas, et surtout, à chaque fois, ils interdisent totalement la modification du logiciel
ou la distribution par autre chose qu'un point de vue. Donc, pour comparer par rapport à une recette de cuisine ou farine de machin, un logiciel libre, c'est comme une recette que vous auriez vue dans un magazine ou échangée entre amis. N'importe qui peut cuisiner, n'importe qui peut modifier la recette, n'importe qui peut raconter à ses voisins comment il a fait et n'importe qui peut faire un manger. Un logiciel propriétaire, ce serait donc comme si vous pouviez acheter un gâteau en boulangerie et ne pas savoir comment il a été fait, n'avoir le droit de manger le gâteau que là où vous avez déclaré que vous le feriez au moment où vous l'avez acheté, et si par hasard vous arriviez à savoir comment il a été fait, vous n'auriez même pas le droit de le cuisiner vous-même. Ce qui semble un peu paradoxal dès qu'on parle de cuisine. Donc, comme je le disais en introduction, par contre, ne pas confondre un logiciel libre et un logiciel gratuit. Ça peut arriver qu'il faille payer pour accéder à un logiciel libre. Mais dans ce cas, ce n'est jamais le droit de vous en servir qu'on vous vend. C'est, par exemple, on va mettre en vente des CD de Ubuntu, qui est une distribution de Linux. Ce que vous allez payer, ça sera le carton et le disque. Ça ne sera pas le logiciel. Certains logiciels libres sont vendus avec du service après-vente. C'est le cas par exemple tu m'arrêtes si j'ai des bêtises Vincent, Red Hat, qui est une distribution de Linux plutôt orientée entreprise, qui est vendue parce que ce qu'on leur vend c'est du dépannage téléphonique, de la maintenance si ça tombe en panne, mais les entreprises qui ne veulent pas le payer n'ont pas de service après-vente et se servent du logiciel. Deuxième point, certains logiciels sont gratuits, mais ne sont pas pour autant des logiciels libres. Par exemple, certains antivirus sont gratuits pour les particuliers. C'est pas pour autant que vous avez le droit de le modifier ou de le diffuser à n'importe qui en le gravant sur un CD. La plupart du temps, les gens sont obligés d'aller télécharger eux-mêmes et de s'inscrire en donnant une adresse email pour avoir un numéro de série qui va être gratuit, mais qui va être nécessaire pour que ça puisse tourner légalement. Alors, une autre différence entre le logiciel libre et le logiciel propriétaire, c'est le modèle économique qui va avec. Le logiciel libre prend de la valeur à chaque fois qu'il est modifié par quelqu'un, qu'il est amélioré. Certains auteurs de logiciels qui font des grosses modifications pour les logiciels qui sont sponsorisés sont payés pour le faire. Alors que le logiciel propriétaire, lui, une fois que le logiciel est créé, l'auteur gagne de l'argent à chaque fois qu'il en vend un, et il n'est pas nécessaire pour ça que son logiciel s'améliore ou soit mis à jour. Exemple, Windows 7 vient de sortir, tout le monde en parle. À chaque fois que quelqu'un l'achète, Microsoft gagne de l'argent. S'ils ne mettent pas le Windows 7 à jour, ils gagnent quand même de l'argent continuellement avec. La valeur du logiciel n'augmente pas, mais les revenus de l'entreprise s'améliorent quand même. Alors, deuxième partie, la communauté du libre. Donc, je vais vous décrire qui en fait partie et comment elle fonctionne. Donc, les membres de la communauté du livre, il y a en premier lieu des entreprises et des fondations, des associations et des particuliers. On va parler des entreprises d'abord. Donc, certaines connues, d'autres moins. Sun Microsystems, The Mozilla Foundation et Canonical. Je vais aborder les trois. Non, j'étais trop vite. Sun Microsystems. Pas confondre avec Sun System, sinon c'est de la vaisselle. Donc Sun Microsystems, c'est eux par exemple qui ont soit développé, soit payé le développement de logiciels comme Java par exemple, qui permet de faire tourner des jeux sur les téléphones portables ou des animations dans les pages internet. Des logiciels comme OpenOffice, que certains connaissent peut-être déjà, qui est un ensemble traitement de texte, tableur. C'est avec OpenOffice qu'a été fait le diaporama. The Mozilla Foundation, c'est, certains ont reconnu, la fondation qui a créé le navigateur internet Firefox. Et d'autres logiciels un peu moins répandus, mais tout aussi libres et fiables.
Canonical, qui est donc parfaitement adapté à l'exemple d'aujourd'hui, c'est la fondation qui sponsorise Ubuntu. Ubuntu, qui est donc une version de Linux, un système d'exploitation entièrement libre. C'est celui qu'on installe dans la partie installation au fond de la salle. Alors, ensuite, comme tu dis, on a les associations. Si quelqu'un a une question à poser, vous n'hésitez pas, vous m'interrompez. Hein. Je vous précise au départ. Donc, l'April. Alors, l'April est une association de défense et de promotion des logiciels libres qui œuvre surtout dans la partie information. L'April fait pas mal de campagnes d'information. Les deux posters qui sont accrochés à la droite là, viennent de chez eux. Leur rôle est en premier lieu d'informer le grand public, comme on fait aujourd'hui, de ce qu'est le logiciel libre et de promouvoir via campagne de publicité sur Internet ou en sponsorisant des événements comme celui-ci. C'est pas le cas malheureusement, on a juste eu les posters. Une autre association, Ubuntu FR, donc pareil, j'en parle parce que c'est d'actualité, c'est la communauté francophone autour d'Ubuntu, qui est donc regroupée autour d'une association qui, elle, fournit principalement de la documentation, de l'entraide via un forum, et se charge de la distribution d'Ubuntu en France. C'est sur leur site qu'on peut télécharger la distribution. C'est eux qui nous ont fourni, qui nous ont vendu les CD qu'on va distribuer dans l'après-midi, qui sont des CD qui sont différents de l'édition d'origine, puisqu'ils sont directement passés en français. C'est la seule différence. Et pour finir dans la communauté libre, des particuliers. Parce que, évidemment, puisque c'est libre et que tout le monde a accès aux sources et aux forums d'entraide, n'importe qui peut devenir membre de la communauté du livre. C'est le cas de tout le monde dans notre groupe. Alors, ce que peuvent faire les particuliers, en premier lieu, les rapports de bugs. Les rapports de bugs, ça ne coûte pas grand-chose. Si, ça peut arriver dans le monde du livre aussi, un logiciel plante, l'ordinateur va vous demander si vous voulez bien envoyer un rapport, vous avez juste à dire oui, il n'y a pas de questions techniques à répondre, pour prévenir le développeur et qu'il puisse corriger l'erreur dans le logiciel. Une autre chose que certains particuliers font et sont moins nombreux, c'est carrément lancer des nouveaux projets. Certains juste en donnant une idée sur un forum et un développeur professionnel va travailler dessus pour créer un logiciel, ou certains, comme Vincent, ici présent, Vincent qui avait besoin d'un logiciel pour gérer son blog, a carrément créé lui-même un logiciel de gestion de blog à distance qui peut tourner sur n'importe quelle machine puisqu'il n'y a même pas besoin d'avoir un écran. Rien du tout, c'est du libre. Donc c'est un exemple de particulier amateur qui, grâce à ce logiciel libre, a pu de lui-même créer un logiciel, le diffuser. Aujourd'hui, il y a un forum avec une dizaine de personnes qui le soutiennent et qui l'aident à améliorer son logiciel. Troisième partie, les logiciels libres d'usage courant. Donc c'est ce qui va intéresser le plus de monde, je suppose. Donc on va aborder 3 sujets, qui est bureautique, multimédia et Internet. Donc, les logiciels libres peuvent tout à fait remplacer la plupart des logiciels que certains utilisent sous Windows. OpenOffice.org, je précise .org parce qu'officiellement c'est bien l'ensemble OpenOffice.org qui est le nom du logiciel. C'est un détail qui tient à cœur aux auteurs, donc je précise. Et donc, une suite bureautique, c'est-à-dire à la fois traitement de texte, tableur, base de données, et présentation, qui est donc entièrement compatible avec les autres logiciels de traitement de texte. GnuCache, qui est un logiciel de compta, qui peut être appliqué aussi bien dans une entreprise qu'à la maison pour gérer ses comptes. Stardict, un simple dictionnaire, ça sert. Et Evolution qui apparaîtra dans 2 catégories. Donc en bureautique, qui vous permet de gérer un calendrier, votre agenda, un carnet d'adresses. Donc on a couvre avec le logiciel libre sur simplement quelques logiciels l'ensemble de ce qu'on peut faire en bureautique. Si certains ont des besoins particuliers, il existe des centaines d'applications bureautiques adaptées à des besoins précis. Pour le multimédia,
de suite, il y a plus de monde. On peut tout à fait, avec les logiciels libres, pareil, lire de la vidéo. On a donc VLC, qui est un logiciel qui est peut-être aussi déjà connu de certaines personnes, puisqu'il existe sur Windows. C'est un logiciel qui a la particularité, puisque c'est un logiciel libre, d'avoir à l'intérieur de lui-même tout le nécessaire pour pouvoir lire la quasi-totalité des formats vidéo qui existent. Vous n'avez rien besoin d'installer en plus pour décoder tel ou tel type de vidéo. PTV est un éditeur de vidéo. Certains connaissent sûrement Windows Movie Maker, qui est donc un petit logiciel fourni dans Windows qui permet de faire du montage au niveau amateur. Il fait exactement la même chose. Et encore une fois, il reconnaît tous les formats vidéo, puisque le logiciel libre s'affranchit des droits d'auteur et n'importe quel format peut passer. En musique, vous avez Box, qui est un logiciel équivalent à Windows Media Player, qui va vous gérer votre base de données avec votre bibliothèque de musique, pouvoir accéder à des magasins de musique en ligne, pouvoir accéder à des radios sur Internet, tout ça dans le même logiciel. Et pour gérer les photos, vous avez donc Spot, qui vous permet d'avoir une bibliothèque de photos triée par, comme vous voulez, par date, par nom, par rapport à qui il y a sur la photo, une fois qu'on a saisi les informations. Et GIMP, qui est un logiciel de retouche d'images, qui permet à la fois de faire quelques petites retouches sur des photos, ou carrément de dessiner à partir de rien. GIMP est un logiciel un peu particulier, puisqu'il permet à la fois de faire des choses très très simples, et pour ceux qui le maîtrisent, il permet également de faire des choses très très abouties, mais parfois comparées à Photoshop. Et certains professionnels travaillent sous GIMP. L'accès à Internet, qui est quasiment obligatoire de nos jours dès qu'on parle d'informatique. Donc le navigateur, Firefox, qui nous permet d'afficher les sites. Certains connaissent sûrement déjà aussi, puisqu'il existe. Comme la plupart des logiciels libres, à la fois sous Linux et sous Windows, et également sous Mac, ceux qui connaissent. Thunderbird, un logiciel de messagerie, vous permet de consulter vos emails. L'avantage d'un logiciel de messagerie par rapport à un site internet, c'est qu'une fois que le logiciel a récupéré les messages, vous n'avez plus internet, vous pouvez quand même les consulter. On retrouve encore une fois évolution, parce qu'en plus de gérer le calendrier, l'agenda et les contacts, il vous permet aussi, comme Thunderbird, de consulter ces messages. Et Pidgin est un logiciel de messagerie instantanée. Donc, beaucoup connaissent déjà ce qu'on appelle MSN, qui est donc un des systèmes de messagerie instantanée. Pidgin, c'est juste un logiciel. C'est-à-dire que dans Pidgin, vous rentrez votre compte MSN. Vous parlez que les gens ont MSN. Mais vous pouvez, si vous êtes abonné à un autre système de messagerie, également le configurer dans Pidgin. Pidgin accepte une bonne quinzaine de formats de messagerie instantanée. Alors ça va de MSN, ceux qui ont Facebook, il y a un système de messagerie interne à Facebook, on peut y accéder directement via Pidgin. L'avantage, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de vous inscrire à... si vous avez un ami qui a un compte MSN, vous n'avez pas un MSN, il faut forcément qu'il y en ait un des deux qui s'inscrit sur un deuxième compte. Si un des deux a Pidgin, le fait de changer de logiciel, ça ne lui fera pas perdre son ancien réseau de communication, puisque Pidgin peut gérer les 15 plus grands réseaux de communication en même temps dans la même fenêtre. Ne vous souciez pas de quel logiciel a votre correspondant, vous lui parlez. Point. Alors maintenant qu'on a vu ce qu'on peut faire avec le logiciel libre, on va voir comment changer de système pour passer au logiciel libre. Donc il y aura 4 points à aborder. Alors, déjà, avant de passer à un système d'exploitation libre, je vais vous expliquer ce qu'est un système d'exploitation. Alors pas comment ça fonctionne, mais ce que c'est. Donc, un ordinateur, c'est avant tout du matériel, c'est une machine. Sur cette machine, il y a deux grands types de logiciels qui vont tourner. Le système d'exploitation, qui lui est développé spécifiquement par rapport au matériel et est capable de lui parler. Et les autres logiciels, en deuxième point, qui eux ne parlent qu'au système d'exploitation. Ils n'ont pas besoin de se soucier de comment fonctionne la machine. Donc c'est un peu la partie qui va s'occuper de traduire tout ce qui se passe entre les logiciels à l'écran et le cœur de la machine. Aucun système informatique ne peut fonctionner sans système d'exploitation. La première chose que fait un ordinateur en démarrant, c'est chercher un système d'exploitation. Donc, actuellement, on en a
trois grands systèmes d'exploitation. Windows, que tout le monde connaît forcément. macOS, qui est utilisé par les Mac. Donc les Mac, c'est les ordinateurs faits par la même compagnie que ceux qui développent l'iPhone et l'iPad. Apple. Unix et GNU Linux, donc on peut considérer comme étant presque le même. Unix est un très vieux système d'exploitation et GNU Linux, en fait, c'est la version libre de ce même système. Donc, des raisons qui peuvent pousser à choisir un système d'exploitation libre. Alors déjà, par économie, c'est économique parce que c'est gratuit, déjà, le système d'exploitation libre. Il suffit de se procurer le CD, qu'on peut soit télécharger, soit avoir auprès d'associations comme nous, pour en prix du CD. Par économie également, parce que le logiciel libre ne cherche pas à être épatant. Donc, on peut trouver aujourd'hui des logiciels qui fonctionnent sur des machines qui ont 10 ans. La sécurité. Alors, à mon sens, le plus gros avantage du logiciel libre, c'est que, puisque tout le monde a accès à la recette du logiciel, on est absolument sûr dans cette recette, vu le nombre de personnes qui la consultent, qu'il n'y a absolument rien de dangereux pour votre ordinateur. Il n'y a pas de virus caché dans un logiciel libre. Sinon, forcément, tout le monde s'en rend compte tout de suite. Il n'y a pas de logiciels libres qui vont volontairement vous afficher de la pub sans arrêt et vous dire un mois après, tiens, vous avez de la pub, installez notre anti-pub. C'est le cas de beaucoup de logiciels propriétaires. Le fait de pouvoir partager les logiciels préférés en toute égalité, c'est comme je vous disais tout à l'heure, puisque votre logiciel est libre, si quelqu'un que vous connaissez vous dit qu'il a besoin de tel ou tel logiciel, vous pouvez lui dire, je l'ai, je peux te le donner. Pour échanger mes données facilement. Donc, un des principes du logiciel libre, c'est aussi de toujours exploiter, toujours utiliser, quand on sauvegarde des documents, des formats qui sont standards et ouverts. Ouvert, ça veut dire que n'importe quel autre éditeur de logiciel peut lire le même format de fichier. Par exemple, vous faites un traitement de texte dans OpenOffice, vous le filez à quelqu'un, il y a énormément de chances que son logiciel bureautique puisse le lire aussi, puisque n'importe qui a le droit de créer un logiciel qui ouvre ce format-là. Et dans le pire des cas, si vraiment ça ne marchait pas, puisque le logiciel est gratuit, il peut très bien l'installer pour ouvrir votre fichier. Profitez de logiciels sûrs et évolutifs. Alors, là, ça vient du fait que puisque la communauté du logiciel libre regroupe énormément de monde et pas seulement le développeur du logiciel, les logiciels libres sont bien plus souvent mis à jour. Et si pour une raison ou pour une autre, avec l'évolution des machines, il devient incompatible, il y a quasiment toujours quelqu'un qui va améliorer le logiciel pour qu'il se remette à fonctionner. Mes deux dernières raisons sont plutôt philosophiques. Participer à l'entraide et à la solidarité qui prévaut dans le monde du libre, c'est tout simplement le fait de se dire que quand on utilise des logiciels libres et qu'on aide les autres à s'en servir, on participe à la diffusion des connaissances et à l'amélioration du bien-être. Défendre mes libertés et mon indépendance vis-à-vis de l'industrie informatique, encore une fois, c'est encore une question idéologique. C'est vrai que ça ne fait jamais plaisir quand on achète un ordinateur de se rendre compte qu'on est obligé d'utiliser le logiciel fourni avec, qu'on est obligé de repayer 3 mois plus tard quand les versions de démo sont finies. Et dans certains cas, de s'apercevoir que moitié du prix de l'ordinateur, c'est le logiciel qui était fourni dedans qu'on n'avait pas besoin. Donc si on décide de passer à un système d'exploitation libre, pour l'installer, comme tout système d'exploitation, ça s'installe comme un logiciel classique. Le démarrage est un peu particulier, mais une fois que l'installation est en route, on répond aux questions, on clique sur suivant et on l'installe. Ça, c'est une partie qui peut être extrêmement détaillée pour ceux que ça intéresse dans la partie du fond, avec les membres de Linux Quimper qui vous installent Linux sur des machines. Donc, quand on veut passer à un système d'exploitation libre, parfois, on veut garder son ancien système. Parce qu'on a peur qu'il nous manque quelque chose, on a des habitudes qu'on n'est pas forcément prêt à perdre tout de suite. On aimerait bien pouvoir l'essayer sans perdre le Windows qu'on avait avant et devoir appeler à l'aide dès qu'il y a quelque chose qui va pas. Ça, c'est possible, car pour lancer un système d'exploitation, ce que je vous ai indiqué, le chargeur d'amorçage, c'est un terme technique,
qui permet au démarrage de l'ordinateur de choisir un système. La plupart du temps, il n'y en a qu'un. Quand vous démarrez votre ordinateur, vous ne voyez pas le chargeur d'amorçage, il vous lance Windows, point. Pour faire fabriquer plusieurs systèmes, on a besoin de savoir ce que c'est qu'une partition. Alors une partition, c'est, dans votre ordinateur, vous avez un disque dur. Un gros espace de stockage où sont installés vos logiciels et où sont stockées vos données. Ce disque dur peut être découpé en plusieurs parties qui, à l'écran, sont considérées comme des disques durs différents. Et ben, les partitions permettent, par exemple, de couper un disque dur en deux et de mettre Windows sur une moitié et Linux sur l'autre. Et les deux systèmes ne vont pas se perturber l'un l'autre. Si on veut passer à un système d'exploitation libre, il faut installer Windows avant Linux, tout simplement parce qu'au moment où il s'installe, Windows ne se soucie pas de ce qu'il y a sur la machine. Il efface tout et il remplace. Alors que Linux, si Windows est présent, va le détecter et se mettra à côté. Et proposera le choix au démarrage entre les deux. Ouais, là, il y a une diapo qui n'était pas à sa place. Donc ça, c'est les trois questions que quelqu'un à répondre. Vous voyez un problème là. Je suis désolé. C'est Linux. Bon, on va improviser, puis sûrement pas. Donc, je vais vous parler en dernier de la façon d'installer Linux. Étape numéro 1, se procurer un CD. Ensuite, par rapport à un logiciel classique, pour installer un système d'exploitation, c'est pas une fois que l'ordinateur est allumé, on a le bureau, on met le CD. Parce que là, c'est quand vous voulez, le système d'exploitation est déjà lancé, vous ne pouvez pas le remplacer. Donc, vous mettez le CD dans le lecteur et vous redémarrez votre ordinateur. Et là, à la place de démarrer sur le disque dur, il va démarrer sur le CD, sur lequel il y a un système d'exploitation dont la seule fonction est de s'installer sur le disque dur. Ça veut dire que si ça veut dire que dans certains cas, vous aurez besoin de l'aide de quelqu'un qui s'y connaît vraiment, parce que certains ordinateurs ne sont pas réglés pour démarrer sur les CD. Vous aurez parfois besoin d'accéder à ce qu'on appelle au BIOS, qui est assez compliqué pour quelqu'un qui n'y connaît rien. C'est un réglage de la machine dans la... comment dire, on va modifier le comportement du matériel pour qu'il démarre sans CD-ROM. Donc ça, c'est assez compliqué. Enfin, ça, une fois qu'on a su le faire une fois, on peut le refaire, mais c'est pour ça qu'on organise ce genre de manifestations pour aider les gens qui le souhaitent à passer à Linux. Est-ce que quelqu'un a des questions particulières? Même si vous avez l'impression que ça n'a rien à voir avec la conférence, posez toutes les questions que vous avez à poser. Oui? C'est au niveau des distributions, combien il y en a? Qu'est-ce qu'il y a comme différence principale entre eux? Ouais, c'est aussi des diapos qui me semble qu'il manquait quelque chose. Voilà. Donc, bon, la diapo il passe à la trappe, c'est pas grave. Donc, Linux peut se trouver sous forme de plusieurs distributions. Alors, une distribution, c'est le noyau Linux, c'est-à-dire la base du système, plus un ensemble de logiciels préconfigurés pour aller avec, qui s'adaptent à différents besoins. Alors, la distribution qu'on voit ici, c'est Ubuntu, qui est une distribution qui a été mise en place par je ne connais plus son nom, un riche homme d'affaires d'Afrique du Sud qui a fondé la société Canonical et qui a mis Ubuntu en place. Donc lui, son but, c'était d'avoir une distribution grand public qui est prête à l'emploi, fournie avec les logiciels courants et qui ne pose pas de questions. On installe, ça marche. L'inconvénient, c'est que pour quelqu'un qui s'y connaît beaucoup, on a accès à beaucoup moins de réglages, on peut moins finir son système. Par contre, pour quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose, pour le grand public, c'est l'idéal. Vous l'installez, ça marche. Une autre distribution qui est à l'opposé de ça, qui s'appelle Arch Linux. Vous avez fini de l'installer, vous avez un écran noir avec un curseur dans le coin et c'est à vous de tout configurer. Donc là, c'est typiquement celle que le grand public n'utilisera jamais. Certaines sont adaptées à des très vieilles machines. C'est le cas de certaines variantes d'Ubuntu, comme par exemple Ubuntu. À chaque fois, on rajoute une lettre devant à chaque fois pour la différencier. Ubuntu, par exemple, a une interface graphique très légère, c'est pas très beau, mais ça marche.
ça consomme peu de mémoire, ça a besoin d'un ordinateur qui est peu puissant, et ça permet, je vous disais tout à l'heure, de l'installer sur une machine qui a 8 ou 10 ans, et de pouvoir faire tout ce qu'on fait aujourd'hui avec un ordinateur sur une machine qui a 10 ans. Ce qui serait impossible avec des logiciels dans lesquels il y aurait des effets d'ombre sur chaque bouton, ou des zooms à chaque fois que vous cliquez quelque part. Il y a l'inverse aussi. Certaines distributions sont fournies des interfaces graphiques extrêmement belles, avec plein d'effets de transparence. Quand vous déplacez des fichiers, ils se glissent avec des traînées. Ça, c'est pour ceux qui ont des grosses machines et qui aiment bien que ce soit beau. Donc il y a vraiment des distributions adaptées à tout le monde. Dans tous les cas, ça reste du logiciel libre, c'est mis à jour régulièrement, c'est stable, sauf les versions en cours de test, ça, donc, pareil, je ne sais pas si je réponds à votre question. Autre chose? Oui. Alors, on peut très bien, si on n'a pas, comme sur le netbook que j'ai devant moi, là, des lecteurs CD, effectivement, télécharger une version qu'on place sur une clé USB pour pouvoir après redémarrer l'ordinateur et installer via la clé USB. On peut même, c'est le cas de certaines personnes ici, brancher la clé USB dans l'ordinateur et décider d'installer Linux sur la clé USB, et pas sur le disque dur. Sur quel cas, vous branchez la clé USB, vous démarrez l'ordinateur, vous êtes sous Linux, vous débranchez la clé USB, quand vous démarrez l'ordinateur, vous êtes sous Linux. Ça permet par exemple d'avoir un système complet sur une clé, vous branchez l'ordinateur des copains, et quand vous le démarrez, vous ne touchez pas à leurs affaires, c'est votre système sur votre clé. Ça c'est possible. C'est possible avec la clé USB, c'est aussi possible avec un CD, un DVD. Oui. Oui, vous pouvez, depuis un CD, installer le système soit sur l'ordinateur, soit sur la clé, ou depuis une clé, installer soit sur l'ordinateur, soit sur une autre clé. C'est pas ça la question. Est-ce qu'avec un CD, on peut faire fonctionner sous Linux alors qu'on n'a rien modifié autrement dans l'ordinateur? Oui. Quand vous... je dirais une distribution sur deux, dont tout, quand vous mettez le CD pour faire l'installation, en fait, avant d'installer, il vous propose installer Ubuntu ou essayer Ubuntu. Cliquez sur essayer Ubuntu, il vous ouvre une session, vous avez des programmes, mais ça n'a pas touché l'ordinateur. Vous n'utilisez que le lecteur CD et la mémoire vive. À aucun moment vous modifiez les données, vous pouvez travailler comme ça. Le seul inconvénient, c'est que déjà c'est un peu plus lent. Parce que forcément, depuis un CD, le temps que la lentille se déplace, c'est un peu plus lent qu'un disque dur. Et si vous voulez sauvegarder quelque chose, il faut mettre une clé USB et sauvegarder. On ne peut pas sauvegarder sur le CD. Quand on grave un CD, on retire ce qu'il y a dessus et on grave. On ne peut pas modifier un CD qui est déjà gravé. Donc, mais c'est tout à fait possible. On peut très bien avoir son CD d'Ubuntu, arriver chez quelqu'un, démarrer sur le CD, travailler, sauvegarder sur sa clé USB. Quand on a fini, on éteint, on laisse aucune trace. Ça permet de tester aussi, de savoir si ça nous intéresse. Eh bien, comme c'est mon cas, le système USB marche plus, la clé USB. Ou de démarrer sur un système pour dépanner la machine aussi. Et une autre question, là, vous avez parlé d'installer Linux, c'est aussi en résident. Mais comment on fait pour installer Linux en résident lorsqu'on a une partition disponible, lorsqu'on a réussi à créer une partition disponible? Pendant la procédure d'installation, c'est graphique, hein, vous avez des menus à l'écran. Il va scanner votre ordinateur, trouver les partitions occupées, disponibles, et vous demander où vous voulez l'installer. C'est facile. C'est très facile. Ça ne va pas effacer la partition. Non, le seul cas qui propose d'effacer, c'est si vous répondez effacez tout et utilisez l'intégralité du disque. Il y a un gros point d'exclamation devant, et c'est pas le choix par défaut. C'est un choix qu'il faut aller faire manuellement. Si vous avez déjà un système sur ordinateur et que vous voulez installer Ubuntu, si vous faites que suivant sans répondre aux questions, il va rétrécir la partition sur laquelle il y a Windows, sans perdre les données, il va les déplacer. Vous aurez un peu moins d'espace libre, et mettre Ubuntu dans l'espace qu'il a créé. Mais si vous ne changez pas les options, à la fin, vous aurez Windows et Ubuntu sur deux partitions séparées. Sans même créer une nouvelle partition. Il va la créer pendant l'installation en fait. Il va, sur la partition qui existe, il va mettre toutes les données, toutes les informations au début, il va retirer la fin, et à la place de la fin, il va en créer une deuxième à part entière. Ça, vous pourrez aller voir après. Il y a quelques ordinateurs sur lesquels on fait les installations en boucle toute l'après-midi pour montrer comment ça fonctionne.
D'autres questions? Oui. Au niveau de la compatibilité logicielle, enfin logiciel sous Linux qui marche sous Windows, mais l'inversement possible. Alors, les logiciels sous Linux qui marchent sous Windows, c'est parce que les développeurs des logiciels ont recréé une version Windows du logiciel. Qui est la même, C'est le même code source. C'est-à-dire qu'au moment où on transforme le code source en programme, il y a une étape qu'on appelle la compilation qui transforme le code en fichier qu'on exécute. C'est cette transformation qui est différente pour Linux et Windows. Le code est le même. L'inverse, c'est pas possible. L'inverse est rare parce que oui, c'est possible. Il y en a quelques-uns. Je n'ai pas les noms en tête, mais il y a des logiciels qui ont été créés pour Windows et dont les éditeurs se sont dit on va les faire pour Linux aussi. C'est vrai que c'est beaucoup plus rare parce que sous Linux, un logiciel qui n'est pas libre, il y a quand même très peu de chances que beaucoup de monde ait envie de s'en servir. Et c'est vrai qu'il y a très peu de logiciels libres qui viennent directement sous Windows. Parce qu'en général, un logiciel libre, il est soit fait pour Linux, soit dès le début fait pour les deux. Et c'est très très rare quand on a un logiciel libre qu'on se dise je le fais que pour un système. Parce qu'on sait très bien que quelqu'un va le faire pour les autres, donc on le fait directement pour soit que Linux, soit l'ensemble. On trouve à peu près tout comme logiciel. Tout, même des jeux. Alors, par contre, au niveau des jeux, il ne faut pas s'attendre à avoir des jeux aussi beaux que les jeux commerciaux. Parce que le fait que ce soit beau. Là, ouais, au niveau du développement des jeux, c'est quand même peut-être plus lourd. Ce qui prend énormément de temps dans le développement des jeux, c'est tout l'esthétisme. Le travail artistique qui coûte beaucoup d'argent et qui est rarement fait par la communauté du monde libre. En général, graphiquement, c'est très basique. Mais en même temps, c'est pas le but d'un jeu, donc c'est ça aussi. Sinon, au niveau travail, on trouve des domaines comme ce qui est éducatif est extrêmement bien couvert par les logiciels libres, tout ce qui est scientifique, tout ce qui est conception scientifique, tout ce qui est dessin technique, il n'y a pas de souci, tout ce qui est mathématiques, compta, il n'y a pas de souci. Plutôt à l'intention du particulier. Parce que moi, par exemple, j'utilise des logiciels de dessin, comme c'est assez particulier, je pense pas que je suis libre pour ça. Par exemple, vous avez des équivalents libres à. Alors, moi, je suis sur AutoCAD, ça m'étonnerait que lui, je sois alors, pour tout ce qui concerne la partie modélisation 3D dans SolidWorks et AutoCAD, c'est vrai que c'est assez limité. Mais par exemple, pour ce qui concerne la partie 2D, la partie AutoCAD ou Solid Edge, il y a QCAD, qui est un logiciel libre qui lit et sauvegarde au format Solid Edge. Par contre, c'est vrai que pour tout ce qui est modélisation 3D, c'est un petit peu plus limité, mais ça existe. Par contre, regarde, il existe quelques logiciels pour les Linux qui sont payants et libres. On peut les installer sans problème. Ça vaudrait le coup de se renseigner tout à l'heure sur Internet, voir si AutoCAD n'existe pas en version Linux. Il est payant, mais au moins il existe. D'autres questions? Bon, s'il y a des personnes qui trouvent ça un peu trop abstrait ou qui veulent plutôt voir de leurs propres yeux, je vous invite à vous diriger vers les différentes sections. Vous avez à droite des démonstrations de logiciels libres. Bon, là, ils sont sous Windows pour des raisons pratiques. Le navigateur est déjà installé. Ils sont les mêmes que vous retrouvez sur Linux. Au milieu, vous avez des jeux. Et au fond, vous avez la partie installation du système réalisée par les membres de mon équipe. Merci d'avoir suivi pour la première conférence. Le prix du CD, c'est je vais me renseigner, je crois je ne sais pas si c'est sur l'actualité, je crois qu'on a prévu de le vendre à prix libre, c'est-à-dire les gens donnent ce qu'ils estiment que ça va. Ouais. Enfin, plus récemment, et puis tous ceux qui sont dans le fond. Alors. Linux.
Alors, pas trop spécialiste là-dessus, il y a bien un dans le tas qui n'est pas toujours en parler. Alors, à mon avis, ce genre de choses, il n'y a pas trop de côté géographique. Ça va se retrouver sur Internet. Géographiquement, je pense que c'est un sujet qui a un nom précis. Ben oui, c'est le même endroit, jamais chez ma mère et on va toujours se ramener. C'est génial. Francophone ou en. C'est ça, ça fait partie un peu du côté. C'est un peu du côté genre défi, genre. On fait des trucs et après on va se montrer aux autres. Regardez, on a réussi à faire ça, etc. Il y a énormément de dérivés. C'est le monde à 3, C'était un recteur qui a marché. C'était génial. Il y avait un panneau. Il y avait un panneau. Parmi ces panneaux, effectivement, Par contre, on m'a dit que mon panneau était trop doux. Les cons. déjà là, on atteint un peu de limite. Non. Système de base, là c'est 9 pouces. En dessous, j'essaierai pas. Voilà, remarquez en général. Et donc tout de suite, ne serait-ce que la gestion des fenêtres, c'est plus possible. Si la fenêtre commence à bouffer par détail, par Non, je veux dire, même qu'elle est arrivée sur les données, je veux dire, tu savais pas que c'est tout les tomates. Ah non, yo. Et là, ouais, c'est non, je il y a une personne qui s'intéresse beaucoup aujourd'hui. C'était 10 ans qu'on allait partir, j'ai pris les première. Sinon, il y a un canal IRC, c'est sur Freepod. Ne passez par le forum, ça sur le canal on n'est pas super nombreux, c'est sympa, et beaucoup en même temps. Ça arrive souvent, il y a un petit endroit. Mais passer sur le forum, voilà, expliquer le truc, à mon avis, il y a à agir assez vite. C'est